Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité spécial. Elle est jeune, belle et brillante. Elle a été tour à tour dans son pays, le Bénin, ministre des microfinances et de l'emploi des jeunes. Ensuite, garde des Sceaux, ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement. Elle, c'est Rekia Madougou, aujourd'hui très active dans le milieu de la finance inclusive. Rekia Madougou, bonjour. Bonjour, monsieur Araoufodi. Rekia Madougou, vous avez cessé d'être ministre au Bénin, dans votre pays depuis 2013. Dites-nous, depuis cette période, de quoi est-ce que vous vous occupez? En ce moment, j'ai la chance d'être reconnue par plusieurs organismes internationaux comme expert international en finance inclusive et économie de développement. Alors, on vous a également vu aux côtés de certains chefs d'État africains, notamment au Burkina Faso ou encore au Togo. Qu'est-ce que vous faites aux côtés de ces chefs d'État? Justement, dans mon domaine de prédilection, à savoir l'économie inclusive, la finance inclusive, la promotion de nouveaux instruments de développement qui puissent permettre l'autonomisation effective des populations et surtout, par ricochet, contribuer à la croissance dans les pays africains. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ces milieux-là? On sait que c'est des milieux très politisés. Vous êtes à l'aise dans votre travail? Je suis également une femme politique et j'aspire à le rester. On vous sait également très active dans le domaine des questions liées au financement de l'emploi. Alors, quand on parle de finance inclusive, dites-nous, Rekia Madougou, de quoi est-ce qu'on parle et quelle est la particularité de la finance inclusive? En définitive, il faut reconnaître la finance inclusive comme un nouveau vase englobant et qui permettent effectivement d'avoir des instruments, en l'occurrence la microfinance, qui est l'un des instruments pertinents de la finance inclusive. Mais les objectifs essentiels de la finance inclusive, c'est de pouvoir avoir une large gamme de services financiers qui puissent répondre aux besoins financiers de plusieurs segments, à savoir les ménages, y compris même les ménages à revenus très limités, très faibles, mais également les entreprises, les micro-entreprises, etc. C'est aussi, il y a également pour la finance inclusive un objectif de pérennisation, c'est-à-dire pérennisation des services qui sont offerts, parce que bon, il ne suffit pas d'offrir des services financiers aux populations, mais encore faudrait-il que les dites populations puissent effectivement avoir la possibilité d'accéder chaque fois que de besoin à ces services-là. Il y a également les questions de coûts. Il faudrait que l'accessibilité pour les populations soit également en termes de coûts. Il faut que le coût des services financiers offerts soit vraiment raisonnable afin que les populations à faible revenu, dites pauvres, puissent effectivement y accéder. L'accès également est lié à la couverture géographique des dits services financiers. Il faut que les populations puissent effectivement accéder à la disponibilité de ces services. Mais est-ce que vous trouvez normal d'investir de l'argent au niveau d'une population analphabète? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de régler le problème d'alphabétisation au niveau des populations? Ah mais non, justement c'est pour ça qu'on parle d'ensemble de services. Quand on parle de services financiers, il y a la capacitation, il y a l'accompagnement. On ne met pas des ressources financières à la disposition de populations ou de clients tant qu'on n'a pas réglé à la base la question de la capacitation, la question de l'apprentissage, la question de la formation. Et donc, tout crédit, toute mise en financés. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a un problème de formation qui s'oppose. Toute mise en place de crédit est précédée par une formation. Formation à la gestion d'une entreprise ou d'un micro-projet. De combien de mois vous formez pendant combien de temps? Ça dépend des programmes. Comme il y a plusieurs programmes différents, il y a plusieurs types de programmes dans différents types de... quelques semaines pourront vraiment régler le problème? Ah non, ce ne sont pas des formations de quelques semaines. Donc, ce sont des formations. À ces jeunes de retourner sur les bancs, dans la plupart des programmes de financement de l'emploi, y compris pour les femmes ou pour les jeunes, la plupart de ces programmes ou de ces modules sont constitués de sorte à ce que, avant la mise en place du crédit, il y a une formation préliminaire, formation en gestion financière, formation en gestion managériale de la micro-entreprise ou du micro-projet, mais également formation et suivi pendant que le bénéficiaire du crédit met en place son projet. Il y a également de la formation à ce niveau. Est-ce que certains pensent que la finance inclusive est la solution pour la croissance du continent africain? C'est votre avis? C'est totalement mon avis, d'autant que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir au niveau de la microfinance. Moi, je pense que la microfinance n'a pas du tout, justement, en tout cas, je pense fondamentalement que la microfinance a permis de régler le problème de pauvreté. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Laissez-moi aller à la fin de ma pensée. Je vous aide simplement. Non,
vous m'aidez très mal. Permettez que j'aille donc au bout de ma pensée. Je disais qu'il est vrai qu'on a fondé beaucoup d'espoir sur la microfinance et que la microfinance n'a pas déçu tous les espoirs. Loin s'en faut. En revanche, on en a trop mis sur la microfinance, on en a trop espéré et évidemment la microfinance ne peut pas régler tous les problèmes. On a trop espéré ou on a trop politisé la microfinance? Non, ce n'est pas en termes de politisation, c'est plutôt en termes de mauvaise définition des indicateurs de performance parce que vous savez très bien que tout programme de développement, si les indicateurs à la base ne sont pas définis ou alors sont mal définis, évidemment, résultat des courses, vous aurez des résultats qui forcément ne répondent pas à ce que vous avez semé. Et je reviens donc à la question de la finance inclusive, puisque la microfinance n'est qu'un des instruments de la finance inclusive. Et je puis dire que si effectivement nous suivons aujourd'hui les principes de la finance inclusive, pour les pays en développement et même les pays émergents, ça peut régler dans une large mesure la question de la croissance. Et je voudrais dire au-delà de ça que la déclaration de Maya en 2011 a identifié un certain nombre normes universelles de gestion de la finance inclusive que plus de 90 pays en développement et émergents ont adopté. Si effectivement ces 90 pays dont font partie la plupart de nos pays d'Afrique subsaharienne respectent ces normes de gestion, honnêtement, nous pouvons effectivement dire que la finance inclusive peut contribuer de façon très substantielle à l'amélioration et voire l'accélération de la croissance. Oui, mais vous savez qu'en Afrique, les initiatives qui drainent la jeunesse, qui posent la problématique de l'emploi sont souvent récupérées par les politiques. Quels sont les garde-fous que vous pensez qu'on doit mettre en place pour éviter que la finance inclusive ne serve aujourd'hui à assouvir les ambitions politiques? Écoutez, je veux distinguer deux choses. Je veux distinguer d'une part la chose technique et je veux distinguer d'autre part la chose politique. Les politiciens s'appuient toujours sur la technique pour arriver à atteindre leurs objectifs. Comptez sur moi pour ne pas venir dénigrer les politiciens sur votre plateau. Je suis une femme politique assumée, je vous le rappelle. Il faut rappeler qu'on ne peut pas faire aujourd'hui le développement de l'Afrique sans les politiciens. Si vous me laissez répondre à votre question, vous aurez la réponse. Alors donc, je disais, à l'entame de mes propos par rapport à cette question, qu'il faut distinguer la question technique et la question politique. Lorsque je prends le volet de la question technique, il est absolument important, lorsque nous sommes en phase de programme de développement, d'axer les principes et la mise en œuvre de ces programmes sur des aspects profondément techniques. Parce que les résultats, justement, en sont tributaires. Si les questions techniques ne sont pas celles qui fondent, dans une large mesure, l'élaboration des stratégies de développement, la mise en œuvre des dites stratégies et surtout la question du suivi, évaluation et donc prévoir un cadre pertinent de mise en œuvre et de suivi, eh bien, on n'aura pas les résultats probants. Et maintenant, quand je prends le volet politique, je vous dis tout simplement que lorsque le volet technique est bien réglé, les retombées politiques sont naturelles et sont systématiques. Ça va de soi. Je donne un exemple très basique. Lorsqu'un gouvernement met en place un programme de microcrédit, il est normal, il est humain, il est naturel que si ce programme remplit les règles techniques et donc crée des bénéficiaires heureux, il est normal que ces bénéficiaires heureux soient... Non, il est heureux que les bénéficiaires heureux soient reconnaissants, pas utilisés, mais soient reconnaissants. La nature humaine demande, en termes de moralité, d'être quand même reconnaissant à celui qui vous a fait du bien. Tout à fait. Nous allons évoluer dans cet entretien, Rekia Madougou. Vous avez été récemment classée parmi les 50 femmes africaines les plus influentes du monde. Dites-nous, quel est le secret pour arriver à ce niveau? Vous me posez une colle là. Oui, on sait que vous êtes une battante, vous avez aussi, vous exercez également dans le monde politique. Est-ce que c'est l'ensemble de tout cela qui a permis ce classement? Peut-être que vous avez la réponse à votre question. J'aime pas beaucoup parler de moi. On ne vous a pas sondé avant de vous intégrer au classement? Il n'y a pas eu une enquête? Ben justement, je pense que ceux qui ont fait ce classement, il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui ont concouru à peu près au même type de classement. Ce que je peux simplement dire par rapport à ça, c'est que je suis honorée, j'en suis flattée et que pour moi, c'est encore une source d'inspiration, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est dû, si je ne m'abuse en tout cas, à une certaine constance dans le don de soi, dans le service aux autres. Et c'est suffisamment important
dès que je suis sortie du gouvernement, je me suis sentie investie, par exemple, de plusieurs missions, à savoir justement ma croisade pour l'économie inclusive, qui pour moi était absolument importante, parce que j'ai compris que grâce à la promotion de la finance inclusive, on pouvait effectivement aider beaucoup de populations dans nos pays à s'autonomiser. Certainement l'un des facteurs qui ont permis je pense, ce classement. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été ministre dans votre pays, le Bénin. Vous aviez été d'ailleurs même 2 fois ministre des microfinances et ensuite ministre garde des Sceaux. Alors, avec le recul, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut corriger de votre passage au gouvernement ? Non, je pense que de toutes les façons, aucune œuvre humaine n'est parfaite, d'autant que justement ce sont des êtres humains avec leurs défauts, leurs limites, qui justement mettent en œuvre ces différentes missions. Si je dois dire qu'est-ce qu'il faut corriger, je ne pourrais pas vous dire précisément... Donc vous n'avez pas fait le bilan depuis que vous êtes sorti? Ah non, non, mais laissez-moi finir. Vous savez, vous avez le chic de me couper la parole, oui, mais je vous pousse à sortir justement, la vérité que vous avez dans votre ventre. Non, non, vous me poussez, vous aimez à me pousser à dire des choses que je ne pense pas, mais j'aime bien aller au bout de ma pensée dans la démarche pédagogique que j'ai suivie, et donc c'est ce que je ferai. Et donc j'étais en train de vous expliquer que, vous savez, vous avez parlé de 2 postes ministériels, et donc me demander de dire de façon générale comme ça qu'est-ce qu'il faut corriger, évidemment que je ne peux pas vous répondre. En revanche, ce que je puis vous dire que toute œuvre humaine est perfectible et que toutes les actions que j'ai pu mener dans le cadre de ma participation au gouvernement sont sans doute toutes autant qu'elles sont corrigibles et perfectibles. Le Bénin connaîtra un nouveau président en avril 2016, du moins, vous êtes une technicienne, mais vous êtes également une femme engagée politiquement. Dites-nous, Rekia Madougou, quel est selon vous le portrait du futur président du Bénin en 2016? Je n'aurais pas la prétention de faire un portrait, mais je pourrais simplement donner certains critères qui pourraient, quels sont les critères pour mon humble part, contribuer à ce débat. Je pense que, en l'état actuel des tensions que je déplore dans notre pays, la première qualité de la femme, de l'homme qui peut aspirer, je parle déjà d'aspiration, qui peut aspirer à gouverner notre pays, sera d'abord une qualité d'humilité. Je parle d'humilité parce que, vous savez, les personnalités clivantes ne peuvent malheureusement pas rassembler. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'une présidente ou d'un président qui serait en mesure de rassembler les Béninoises et les Béninois. Un deuxième critère qui me paraît absolument important, nous avons besoin aujourd'hui d'un président ou d'une présidente capable de réduire la politisation de l'administration. Parce que malheureusement, l'un des maux de notre pays aujourd'hui, c'est la politisation à outrance de l'administration. Or, on ne peut pas avoir une administration performante, une administration de développement, si les critères principaux qui militent à la nomination des cadres au sein des instances de prise de décision de l'administration, eh bien, relève de la politique. Ce sont les critères que vous avez cités. Entre autres, il y en a énormément, mais entre autres... Comme par hasard, ces 2 critères vous ressemblent. Alors, 2016, est-ce que vous serez au rendez-vous? Vous aurez l'âge d'être président du Bénin? Comme j'aime à le dire à tous ceux qui me posent cette question, il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, j'en remplis les conditions, mais pour l'instant... Et tout à l'heure, les 2 critères que vous aviez cités vous portent bien également. Vous n'êtes pas d'un bord politique et vous représentez aujourd'hui l'équilibre des parents, l'un du nord, l'autre du sud. Vous semblez répondre à ces critères que vous avez énumérés tout à l'heure. Je pense que plusieurs millions de Béninois répondent à ces critères-là, remplissent ces critères-là. Est-ce à dire que vous ne serez pas candidate en 2016? À vous de répondre à la question. Donc la question est restée sans réponse. Tout est possible, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Merci, Rekia Madougou. Madame, monsieur, c'était Rekia Madougou. Elle a été tour à tour ministre des microfinances et de l'emploi des jeunes au Bénin, dans son pays natal. Ensuite, elle est aujourd'hui consultante internationale et elle s'occupe des questions de finances inclusives. Merci de nous avoir suivis.